Bonjour mesdames, messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui le séminaire sur l'organisation de la justice pénale internationale. Ce séminaire s'articule en deux parties. La première partie portera sur le tribunal pénal international, puis la seconde partie portera sur la Cour pénale internationale. En introduction générale, convient de rappeler que pour éviter que la dignité et la sécurité de la personne humaine ne soient autre chose que des pots de fleurs, il est nécessaire de sanctionner toutes les atteintes graves qui heurtent la conscience de l'humanité. Face aux massacres et aux atrocités qui d'ailleurs ont jalonné l'histoire de l'humanité, la communauté internationale a cru utile de devoir bâtir une justice pénale internationale, malgré les entraves diplomatiques, malgré les difficultés matérielles. En s'inscrivant au cœur des conflits armés et des violences graves en temps de paix ou en temps de guerre, la justice pénale internationale est au service de la paix. Elle est un instrument de paix. Elle tente de prévenir par sa dissuasion les atteintes graves à la dignité humaine, en réprimant les crimes internationaux. Ce dont il s'agit, c'est de ne pas laisser prospérer, au mépris des valeurs universelles proclamées dans différents instruments juridiques internationaux, une culture de l'impunité. Une impunité qui aurait pour source les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression et autres traitements inhumains. Il faut rappeler qu'en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, furent institués les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Et entre 1993 et 2015, pas moins de 11, voire 12 tribunaux internationaux ou mixtes ont vu le jour dans diverses circonstances dramatiques. Le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, le Timor oriental, la Sierra Leone, le Liban, le Cambodge, la République centrafricaine, bref, autant de situations dramatiques qui ont conduit à l'instauration des tribunaux pénaux internationaux. Puis, en 1998, la communauté internationale a également répondu à l'appel de la Convention contre le crime de génocide qui, en 1948, prescrivait déjà l'instauration d'une cour criminelle internationale. En 1998, disais-je, fut donc adopté le statut de Rome créant la Cour pénale internationale. La communauté internationale, au travers de ces diverses juridictions, a pris conscience de la nécessité de mettre en place des instances judiciaires appelées à défendre et à mettre en œuvre les exigences profondes de l'humanité. Comme l'aurait dit Grotius ou Vatel, ceux qui sont considérés comme les précurseurs du droit international et qui ont théorisé sur l'irruption de l'humanité au cœur des relations entre États. Parler de la justice pénale internationale aujourd'hui laisserait penser qu'il s'agit d'une création contemporaine. Tel n'est pas le cas, puisque l'histoire
nous enseigne qu'au XIIIe siècle, déjà, en 1268, fut institué à Naples le procès de Corandin von Auenstoffen qui aurait déclenché une guerre injuste et a été traduit devant un tribunal pour ce crime. C'est donc montrer déjà qu'il s'agit d'une affaire ancienne et au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, il y a eu des tentatives d'instituer une justice pénale internationale. Déjà, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a tenté de juger le Kaiser allemand. Tout ceci montre qu'il n'y a rien de suivi. C'est un processus de maturation d'une idée de la justice pour faire face à des actes odieux. À travers les conférences de La Haye de 1899 et de 1907, fixant le droit des conflits armés, à travers les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977, à travers l'armature juridique du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit international des réfugiés et du droit international pénal, s'est construite et s'est consolidée l'idée qu'il est aujourd'hui nécessaire de réprimer des actes qui heurtent la conscience de l'humanité. Cet espoir soulevé par l'intrusion des préoccupations humanistes dans les relations internationales, marqué par l'exacerbation des souverainetés nationales, a conduit à envisager la possibilité de mettre la guerre hors la loi et de transcender la sacro-sainte souveraineté des États. Après les deux guerres mondiales, du XXe siècle, la famille humaine a commencé à se construire sur les braises du génocide des Juifs, en déclarant son attachement à la dignité inhérente à toute personne humaine dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1940. Il s'agit là d'une révolution morale, d'une transformation éthique des relations internationales, qui s'est objectivée en une armature juridique internationale qui va du tribunal de Nuremberg et de Tokyo jusqu'à l'actuelle Cour pénale internationale. C'est donc dire que la création de la Cour pénale internationale pose non seulement la question de la légitimité du droit à juger des crimes d'une telle ampleur, mais surtout sa capacité à le faire. Tant les catégories pénales ordinaires sont apparues si dérisoires. Si l'une des fonctions du procès pénal est de sanctionner les criminels en les condamnant à une peine proportionnée au crime, peut-on dire que la Cour pénale internationale peut décider des peines proportionnées à l'immensité des crimes internationaux? Peut-il y avoir une peine correspondant à un génocide? Ce sont des questions lancinantes qui structurent le débat philosophique et intellectuel sur la justice pénale internationale. Mais, dans le cadre de ce séminaire, notre office ne va pas pour ouvrir ces débats. Ce qui nous importe ici, c'est plutôt de voir
que la justice pénale internationale a évolué. D'abord, la première étape, avec l'établissement d'une coopération policière et judiciaire entre États au travers des conventions d'extradition, puis une deuxième étape par la définition des infractions pénales par les règles internationales, par exemple la piraterie, le terrorisme international, le mercenariat, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc. Puis la troisième étape, l'institutionnalisation des juridictions dont la Cour pénale internationale représente ici la figure emblématique de cette justice pénale internationale. Ce parcours ne s'est pas fait sans difficulté. Rappelons-nous de la levée de l'immunité du général Pinochet le 25 novembre 1998, qui a marqué un véritable précédent, lorsque la Chambre des Lords a jugé que les actes publics accomplis par un chef d'État pouvaient faire l'objet de poursuites lorsqu'ils ne relèvent pas des compétences de l'État. Ainsi, les crimes tels que la torture, les crimes contre l'humanité, ne sauraient appartenir aux fonctions d'un chef d'État. Rappelons-nous de la mise en accusation en mai 1999 par le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie du président Slobodan Milosevic pour crimes contre l'humanité et violation des lois et coutumes de la guerre au Kosovo. Pour la première fois, on a vu qu'on pouvait s'attaquer à un chef d'État en exercice et lancer un mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice. C'est donc dire que la justice pénale internationale devrait punir les criminels, définir les réparations, mais elle a aussi une fonction de réconciliation, parce que cette justice pénale internationale va contribuer à une refondation du lien politique, à promouvoir un climat de paix propre à un état de droit, et surtout d'avoir un rôle de dissuasion et de prévention. C'est donc une mission importante pour cette justice pénale internationale. Et c'est à ce titre que l'on va voir quel est non seulement un instrument contribuant à la restauration et à l'imposition de la justice, pour ne pas laisser prospérer l'impunité, mais que la justice pénale internationale est également un vecteur de paix et de développement. Ce séminaire, disais-je au début de mon propos, va s'articuler d'abord sur le tribunal pénal international comme première figure institutionnelle de cette justice pénale internationale, puis dans une seconde partie s'attellera à présenter l'organisation et le fonctionnement et les règles de fonctionnement de la Cour pénale internationale. Dans le cas de ce séminaire, nous n'aborderons pas les questions de procédure au sens strict du terme, puisque ces questions seront examinées dans le cadre du cours sur la procédure pénale internationale. De même que nous n'examinerons pas en détail les questions de l'accusation, de la politique criminelle internationale, puisque ces questions seront abordées dans le cadre du séminaire sur la politique pénale internationale. Enfin, nous ne serons pas très prolixes sur les éléments de jurisprudence, puisque ces questions seront abordées dans le cadre du séminaire sur la jurisprudence internationale. Ces quatre matières avec comme cœur justice pénale internationale forment l'ossature de l'unité d'enseignement sur la justice pénale. Donc, dans cette première partie sur le tribunal pénal international, nous allons voir d'abord rapidement qu'un demi-siècle après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, consécutifs à la Seconde Guerre mondiale, le 22 février 1993,
le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l'unanimité la résolution 808, créant un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1980. Et dans la résolution 955, le même Conseil de sécurité a créé le 8 novembre 1994 le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et par la suite, d'autres tribunaux seront créés pour la Sierra Leone, pour le Cambodge, pour le Liban, etc. Il ne s'agit pas ici, dans le cadre de ce séminaire, de revenir sur toute la pratique du tribunal pénal international. Il ne s'agit pas ici de dresser de façon exhaustive l'héritage global de ces tribunaux. Nous allons, dans un premier chapitre, regarder la question de la légitimité et celle de la structuration du tribunal pénal international. Quelle est la légitimité et quelle est la structuration d'un tribunal pénal international? Rappelons que l'idée de constituer un tribunal international pour juger les personnes accusées des crimes internationaux remonte, au-delà de l'aspect historique que j'ai évoqué avec Corentin à Naples, remonte pour notre ère contemporaine à 1919. Lorsque l'on a demandé dans le traité de Versailles, concluant la paix à la suite de la Première Guerre mondiale, lorsqu'on a demandé que soit institué un tribunal international spécial pour juger les criminels de guerre allemands de la Première Guerre mondiale, dont le Kaiser allemand. Le traité de Versailles prévoit déjà la création d'un tribunal pénal international qui devrait juger les criminels de guerre allemands de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Mais avant, aucun tribunal du genre n'a été créé. Mais on a recouru à une solution de région, en vertu de laquelle les criminels de guerre allemands seront jugés par un tribunal allemand. Après, et pour l'histoire, personne ne sera jugé. Après la Seconde Guerre mondiale, on a créé les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, que j'ai évoqué tout à l'heure, pour juger les principaux criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Puis, on est donc arrivé à ces deux tribunaux pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. La création de ces tribunaux, les deux, par le Conseil de sécurité, dont les décisions, selon la Charte des Nations Unies, s'imposent à tous les États membres, a évité les difficultés traditionnelles inhérentes aux ratifications des conventions internationales. Dans la mesure où le Conseil de sécurité, organe politique par excellence, ne pouvait pas tout prévoir, il a été donné pouvoir aux juges eux-mêmes de chaque tribunal d'élaborer et d'adopter leur règlement de procédure. Mais on va voir qu'à quelques exceptions près, les deux règlements, celui du tribunal pour le Rwanda et celui du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, vont être presque identiques. Il y a quelques nuances mineures. Et l'on verra également qu'avec l'évolution de ce règlement, les modifications qui ont été portées par le Conseil de sécurité vont être marginales. Par exemple, le Conseil de sécurité a modifié le statut du TPIR à la demande de son président par la résolution 1165 du 30 avril 1998, créant une troisième chambre de première instance. Et cette demande a été élargie au tribunal pour l'ex-Yougoslavie avec la résolution 1166 du 13 mai 1998 qui a créé également une troisième chambre d'instance pour le TPIR. Les juges eux-mêmes, indépendants, expérimentés, ont écrit le règlement de procédure et de preuve. Et ils disposaient du pouvoir pour le modifier.
Ils ont donc eu le pouvoir exclusif d'interpréter les règles qu'ils auront eux-mêmes édictées. Inutile de dire qu'une telle approche se trouve à la limite de l'arbitraire, d'autant plus qu'aucun organe n'exerce le contrôle sur le travail juridique et législatif des TPI. Mais, pour la CPI, ce n'est pas cette stratégie qui a été adoptée. Parce que les juges de la CPI n'écrivent pas leur règlement de preuve et de procédure, ce document existe. Et il est prévu pour la CPI que le règlement de procédure de preuve est élaboré et modifié par une commission spéciale et adopté par l'Assemblée des États parties. Donc ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui s'octroient le pouvoir de réviser le RP. Mais pour les TPI, en fait, l'objectif recherché est de garantir un procès équitable, malgré la gravité des faits. Et surtout, parce que c'était nouveau, de tenir compte de l'évolution du système international dans lequel les deux tribunaux devraient s'insérer. Et il était clair que le procès pénal international devrait mettre l'accent sur les droits de l'accusé, tout en laissant également assurer la protection des victimes et des témoins, ce qui est déjà une innovation. Il s'agit donc d'assurer une répression efficace des crimes internationaux, tout en assurant une protection efficace des témoins et une réparation nécessaire des victimes. Conformément à leur statut, les deux tribunaux comprennent chacun un organe judiciaire, aujourd'hui on a dépassé ce stade, un organe judiciaire, un organe d'instruction et de poursuite, un greffe. L'organe judiciaire comprend 3 chambres, 3 juges et une chambre d'appel de 5 juges élus pour 4 ans par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité. La chambre d'appel était commune aux deux tribunaux. Je dis était puisque aujourd'hui ces tribunaux ont cessé d'exister. Le président de chaque tribunal est élu par ses pairs pour un mandat de 2 ans renouvelable. Et au début, il y avait un procureur unique, c'est-à-dire un procureur principal à La Haye et puis un procureur adjoint à Kigali. Puis ça a été modifié, chacun a eu son procureur. Le greffier de chaque tribunal est nommé par le secrétaire général des Nations Unies après consultation du président du tribunal. Donc on voit bien qu'au début on se cherche, on veut fabriquer un modèle. La compétence rationnée, personnelle, rationnée, temporelle et rationnelle, présente des traits communs pour les deux tribunaux, à la différence du lieu. L'autre s'occupe des crimes commis au Rwanda, l'autre s'occupe des crimes commis en l'Est du sol. On voit très bien que sur ces questions, il n'y a pas beaucoup de différence. Quant à la compétence rationnée et matérielle, elle est différente pour les deux tribunaux. Les articles 2 à 5 du statut TPY énumèrent des crimes par les infractions graves aux conventions de Genève, les violations des lois et coutumes de la guerre, du génocide, des crimes contre l'humanité, etc. Car pour le TPY, seul le droit coutumier est applicable, c'est-à-dire les conventions de Genève de 1949, les conventions de La Haye de 1907, la convention contre le génocide de 1948, et le statut du tribunal de Nuremberg. Cette référence au seul droit coutumier a été critiquée dans la mesure où les crimes de guerre ont été restreints. Alors que pour le TPIR, il y a eu une évolution. Il a été intégré le protocole additionnel 2 de 1977, ratifié par le Rwanda le 19 novembre 1984. Et la teneur des articles 9, paragraphe 2 du statut TPY et 8, paragraphe 2 du statut TPIR montre que les TPI ont la primauté sur les juridictions nationales en cas de conflit de compétences. C'est-à-dire que les TPI peuvent demander en tout temps le dessaisissement des juridictions nationales en leur faveur. Et la coopération est obligatoire avec les TPI sur le fondement des résolutions du Conseil de sécurité qui s'imposent à tous les États. Pour les questions de saisine, l'on voit bien
qu'il est clair que la matière, l'assiette pénale du TPI R et du TPI Y sont connues. Il s'agit des crimes pour le TPR commis au Rwanda, 1994, et pour le TPY pour les crimes commis en ex-Yougoslavie. Et donc, à ce titre-là, il n'y avait pas beaucoup de difficultés, nonobstant cette petite complexité liée à l'application du droit coutumier pour le TPY et à l'élargissement de cette compétence matérielle au protocole additionnel de 1977 pour le TPI R. Pour les questions de saisine, les deux tribunaux vont avoir une primauté sur les juridictions nationales. Il est clair qu'un individu jugé par les tribunaux internationaux ne peut plus l'être par les juridictions nationales. Alors que l'inverse est possible. Dès lors que la procédure interne n'est ni impartiale ni indépendante. Ou bien lorsque le procureur demande le dessaisissement d'une juridiction interne dans une procédure en cours pour une poursuite devant le tribunal pénal international. Il y a donc primauté. Dans l'affaire Tadic, par exemple, les juridictions allemandes ont été dessaisies par une ordonnance de la Chambre de première instance du 8 novembre 1994. En matière de poursuite, le procureur pénal international utilise plusieurs stratégies, y compris peut émettre des mandats d'arrêt secret. Et la coopération est obligatoire. Donc, devant ces juridictions, on peut dire que la communauté internationale a choisi d'imposer la coopération pour pouvoir atteindre les objectifs de la répression pénale internationale. Deuxième chapitre de cette partie, si l'on a pu voir la question de la légitimité de la structuration des TPI, voyons maintenant le déroulement du procès pénal international devant les TPI. Rappelons que l'objectif est d'assurer une répression pénale efficace des crimes internationaux. Le procès pénal international devant les TPI va donc s'inspirer plus largement de la procédure inquisitoire anglo-saxonne qui met l'accent sur les droits de l'accusé, tout en visant également à assurer la protection des victimes et des témoins. Même si au demeurant, on dit qu'on a essayé de mixer les deux systèmes. En effet, les systèmes de la commando est strictement fondé sur des preuves légales. Et la moindre violation de la procédure entraîne l'annulation des preuves ou des charges. Or, la procédure devant les TPI était souple. Les violations de procédure n'entraînaient pas systématiquement la nullité de la procédure. À titre d'exemple, les actes d'accusation non conformes aux standards ont été parfois modifiés à plusieurs reprises jusqu'à ce que le procureur réussisse à produire un acte d'accusation à peu près dans les règles de l'art. C'est donc dire que cette procédure synthétique reste également éloignée de la culture et des traditions juridiques des victimes et des témoins. Outre le problème de la compréhension juridique et linguistique, tous les acteurs de cette justice pénale internationale doivent affronter le problème de la compréhension culturelle et historique du contexte dans lequel les crimes ont été commis. Tout cela crée un sentiment d'impuissance devant un tribunal qui, à tout moment, peut adapter ses règles aux besoins du monde. Dès lors que les juges modifiaient eux-mêmes le règlement de procédure et de preuve, les modifications ne pouvaient être que fréquentes. Voilà pourquoi les partisans de ces modifications ont avancé souvent l'argument selon lequel la souplesse et l'exploration du domaine nouveau
du droit pénal international était plutôt une façon de s'extraire de la rigueur du droit pénal. Toutefois, il ne faut pas oublier que dans la vie des accusés, personne n'est innocent jusqu'à ce que la preuve du contraire soit établie. Ces modifications créaient une forme d'insécurité juridique. De toute évidence, devant les tribunaux pénaux internationaux, l'égalité des armes n'était pas pleinement garantie, car on avait une juridiction à laquelle était greffé un procureur qui avait le pouvoir d'influencer la procédure et surtout qui profitait des moyens du tribunal, ce que la défense n'avait pas. Puisqu'il s'agit d'une procédure accusatoire pour ce qui concerne l'organisation du procès, le procureur et la défense sont censés disposer des mêmes armes pour préparer chacun son dossier. Tel n'était pas forcément le cas dans les faits devant les TP. Parce que les sommes nécessaires à la préparation d'une défense adéquate sont très élevées. Aucun des accusés n'a eu les moyens de les payer. En conséquence, le tribunal pénal international s'engage souvent à payer les conseils de la défense commis d'office. En effet, le tribunal met à la disposition des conseils commis d'office les moyens matériels nécessaires pour assurer la défense. Mais le tribunal pénal international, dans ce cas, applique ses règles de rémunération, qui sont nettement en dessous des standards souvent pratiqués dans certains pays où on a eu ce type de procès. Un avocat commis d'office perd sa liberté car les seules dépenses préalablement autorisées par le greffier seront honorées. C'est-à-dire qu'avant de dépenser, l'avocat doit consulter le greffier pour obtenir l'accord du greffier pour les dépenses prévues. Or, celui-ci peut refuser d'honorer certaines dépenses qu'il n'aurait pas autorisées, s'il juge que les telles dépenses ne sont ni nécessaires ni raisonnables. Vous voyez qu'il en résulte d'une certaine façon un contrôle du greffier sur la défense, au titre des moyens financiers et matériels mis à la disposition de la défense. Il convient aussi de souligner que le code de déontologie pour les avocats, comparaissant devant les TPI, contient une disposition étrange qui, de mon point de vue, est susceptible d'entraver la liberté des avocats de la défense. L'article 15 de ce code dispose que le Conseil prend toutes mesures nécessaires pour que son activité ne fasse pas tomber l'instance dans le discrédit. Le Conseil, c'est-à-dire l'avocat, lorsqu'il doit défendre son client, lorsqu'il va rechercher les preuves pour son client, doit cependant prendre toutes les mesures nécessaires, c'est quoi la nécessité, pour que son activité ne fasse pas tomber l'instance dans le discrédit. En d'autres termes, il est demandé aux avocats de la défense, qui doivent tout faire pour disculper leurs clients, de ne pas discréditer le tribunal. Est-ce que prouver qu'une personne arrêtée par le tribunal n'est pas la bonne personne, par exemple, est-ce que ce serait discréditer le tribunal? Est-ce que rechercher des personnes qui seraient les vrais responsables à la place des personnes qui sont poursuivies, est-ce que ce serait discréditer le tribunal? Bref, quel est le critère du discrédit? Ainsi, du fait de cette généralité, c'est quasiment une obligation lourde qui pèse sur l'avocat. Car toute critique du tribunal, toute contestation du travail du tribunal pourrait être considérée comme un manque de respect envers ce tribunal. Et donc, on a jeté le discrédit sur le tribunal. Il en va de même de certaines décisions du tribunal qui peuvent être contraires aux intérêts de la défense. Est-ce contester de telles décisions, c'est jeter le discrédit? Or, rien de plus naturel pour un avocat que d'exprimer son mécontentement et sa surprise publiquement et ouvertement si une décision du tribunal lui semble contraire au principe du droit, contraire au principe
du droit de la défense et du procès équitable. Voilà une disposition étrange, l'article 15 dans le Code de déontologie, qui était susceptible de lier bien souvent les avocats de la défense. Ainsi, l'on voit bien que devant cet TPI, la défense était déjà, par sa déontologie, quelque peu enchaînée. La défense commence son travail avec l'arrestation de l'accusé. Souvent, des années plus tard, entre-temps, le procureur a déjà fait beaucoup de choses. La défense ne dispose que du temps allant de l'arrestation jusqu'au procès pour effectuer tout le travail de recherche que le procureur, lui, il a déjà fait depuis des années. Il faut noter que beaucoup de procès s'entremêlent et que le procureur a toujours accès aux éléments de notre procès, ce que la défense n'a pas, parce que l'avocat n'est pas l'avocat de tous les accusés. Il est l'avocat d'un accusé, donc il n'accède pas aux autres dossiers. Donc le procureur de tous les dossiers. Parfois, il trouve des preuves à gauche, à droite dans d'autres dossiers. Il ne faut pas oublier que le TPI, dont le bureau du procureur est l'organe à part entière, était un organe des Nations Unies. Donc, ce procureur du tribunal pénal international était un organe des Nations Unies. Et, dans ce cas, il a accès à des centaines de rapports écrits par les fonctionnaires des Nations Unies. Le procureur a toutes ces informations, la défense ne les a pas. Le procureur n'est pas censé les lui communiquer. S'il ne compte pas s'en servir lors du procès, mais ça peut aiguiller son intelligence. La défense est censée obtenir les pièces du procureur. Mais le procureur est souvent bien réticent à les lui donner. Force est donc de constater que cette obligation, clairement énoncée dans les articles 66 et 68 du règlement de procédure et de preuve, rencontre beaucoup de difficultés dans l'exécution. Pourquoi? Parce qu'en effet, le procureur diffère souvent la communication des éléments substantiels du dossier, en justifiant sa position par les besoins d'enquête, en cours ou par la protection des témoins, etc. Et il faut le rappeler, pour ce qui concerne la rédaction de l'acte d'accusation, on est dans une procédure de type anglo-saxon. C'est-à-dire que l'acte d'accusation contient un minimum d'éléments matériels sur les charges retenues, qui sont souvent insuffisants pour identifier avec précision les faits reprochés. En conséquence, les pièces sont d'une importance primordiale pour la préparation de la défense. Finalement, quand la défense est enfin en possession de tous les éléments, il lui reste quelques mois jusqu'au procès. Et malheureusement, elle se retrouve avec des centaines de milliers de pièces, souvent dans une langue que le Conseil de la défense ne parle pas. Et donc parfois il a des difficultés de traduire. En outre, ce procès devant les TPI est un procès complexe. Le procureur, lui, dispose de bureaux dans les pays où les crimes présumés auraient été commis. Il possède des facilités matérielles et diplomatiques que la défense n'a pas. Malgré les difficultés que le procureur rencontre en raison de la non-coopération de certains États, malgré la réticence de certains témoins à venir devant le tribunal, le procureur accédera toujours plus facilement à des institutions étatiques que les avocats de la défense. Aucune peine ne semble à la mesure des crimes dont il est question. Mais il fallait néanmoins, en vertu du principe, nous l'appelons dans la salle de lègue, que les statuts en fassent expressément mention. Et que les TPI puissent prononcer des peines d'emprisonnement, compte tenu de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle du condamné, article 24 du statut du TPY et article 23 du statut du TPY. Pour cela, les deux tribunaux se réfèrent aux grilles de peine. Il faudra pour autant attendre plusieurs années avant que le TPY ne se décide à inculper les responsables véritablement haut placés dans la hiérarchie politique et militaire de l'ex-Yougoslavie. C'est par l'inculpation de Slobodan Milosevic que le point culminant de cette évolution a été décisif. Les deux statuts, les TPI, ne prévoient pas la possibilité de se constituer partie civile.
sur les articles 22 et 21, respectivement pour le TPY et pour le TPR, font allusion aux victimes, mais ne mentionnent pas toutefois la protection des victimes et des témoins. Le règlement de procédure et de preuve ne confère à la victime qu'un rôle passif. La victime a droit à la protection du tribunal, audience en huis clos ou protection de son identité, mais ne peut ni porter plainte afin de faire engager les poursuites ni participer à la procédure. Elle peut tout au moins témoigner, mais ne peut influencer la qualification juridique des faits qu'elle décrit. Elle ne peut pas non plus faire valoir devant le tribunal des prétentions civiles en réparation. Néanmoins, le règlement prévoit la possibilité, suite au prononcé d'une sanction pénale, et si l'infraction commise a permis l'acquisition illicite d'un bien, que la chambre de première instance en ordonne la restitution. On peut donc dire et répondre donc à cette question globale que l'héritage des tribunaux pénaux internationaux est et restera d'ailleurs toujours nuancé. Pourquoi? Parce que, arrivé au terme de leur existence, toutes les personnes visées n'ont pas été jugées. Toutes les personnes poursuivies n'ont pas été arrêtées pour certains d'entre eux, faute de moyens et de temps, ou par un défaut de coopération de certains États, qui trouvent dans cette justice une sorte d'exutoire des grandes puissances qui n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités lors des événements tragiques au Rwanda et en Est-Ouest. On peut simplement souhaiter que la Cour pénale internationale puisse tirer les leçons de cet héritage global de ces deux tribunaux pour que celle-ci puisse agir en conséquence et de façon efficace, même si sa compétence à elle ne saurait être rétroactive sur les faits antérieurs à sa mise en œuvre. Son service commençant exclusivement en 2002 et pour l'avenir. Voilà ce qu'il convient de dire sur la question de ces deux juridictions. À notre niveau, l'on peut alors dire, et c'est le chapitre 2, quel est l'héritage que la Cour pénale internationale peut tirer des TPI. Chapitre 2, l'héritage juridique des TPI. 45 ans après la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, on a vu que le droit pénal international pouvait condamner un auteur du crime de génocide. La Cour criminelle prévue dans cette convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, cette Cour criminelle a vu le jour 50 ans plus tard, en 1998, à Rome, avec le statut instituant la Cour pénale internationale. Les tribunaux pénaux internationaux ont donc légué à cette Cour des leçons, des pratiques, des savoir-faire qui constituent l'héritage global des tribunaux pénaux internationaux. Cet héritage global est marqué par plusieurs points qui font l'objet de critiques. Le Conseil de sécurité a marqué une déclaration de presse datant du 31 décembre, a marqué plutôt dans une déclaration de presse datant du 31 décembre 2015 la fermeture du tribunal pénal international pour le Rwanda, mis sur pied en 1994, et dans cette déclaration, le Conseil de sécurité reconnaît l'importance, contribution du TPR au processus de réconciliation nationale et à la restauration de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à la lutte contre l'impunité et au développement d'une justice pénale internationale, en particulier en ce qui concerne le crime de génocide.
Donc, le Conseil de sécurité prend acte de l'héritage TPIR, puis décide de transmettre ses fonctions à un mécanisme résiduel, à savoir le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, que le Conseil de sécurité a mis sur pied en 2010 afin d'accomplir certaines fonctions essentielles du TPR et du TPY à l'expiration de leur mandat respectif. On peut donc dire qu'en 20 ans de travail, le TPIR a inculpé près de 93 personnes. Parmi ces personnes, une soixantaine a été condamnée. 14 personnes ont été acquittées, mais 8 des 93 inculpés, 8 sont toujours en fuite. Dont celui qu'on appelle le financier du génocide, l'homme d'affaires Félicien Kaboul. Quant au TPY, il devrait poursuivre ses activités jusqu'à la fermeture. Et le TPY a jugé près de 136 accusés sur près de 160 personnes mises en accusation. La résolution 1966 du Conseil de sécurité, qui a reporté l'échéance d'achèvement des travaux du TPY en 2014, puis 2016, a institué une période initiale de 4 ans pour s'assurer que la mission du TPY sera reprise par le mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Ainsi, ce mécanisme, qui a son siège à La Haye, a repris donc le travail du TPY et la fermeture de ce tribunal a permis donc d'en tirer quelques leçons que l'on peut exposer ici. D'abord, la première leçon de l'héritage du TPY et du TPR, c'est de dire qu'il n'y a pas de justice pénale internationale sans une volonté politique de la communauté internationale. Il n'y a pas de justice pénale internationale sans une volonté politique de la communauté internationale. Deuxièmement, les lenteurs procédurales ajoutées au coût énorme ont accentué le malaise des victimes qui ne se sont pas senties proches de ces juridictions, pourtant chargées de leur rendre justice. Pourquoi? Parce qu'en effet, de nombreuses personnes ont estimé que le tribunal pénal international est trop éloigné pour pouvoir y intervenir en tant que témoin. De même, par exemple, le Rwanda a également systématiquement fustigé les acquittements qui ont été prononcés, comme si ces tribunaux avaient pour fonction la condamnation. Troisièmement, le tribunal pénal international n'a jamais tranché la question de la planification et la préparation du génocide. Puisque le mandat du tribunal d'Arusha commençait au début de l'année 1994. Or, pour Kigali, le génocide a été préparé dès 1990, voire même dès les premiers pogroms en tout outil de 1950, ce qui paraît un peu fastidieux, mais pour le pouvoir de Kigali, le génocide de 1994 n'est que le point culminant de la politique anti-Tutsi au Rwanda qui date des années 50. Donc, il aurait fallu aller rechercher l'idée de la planification du génocide depuis 1950. Or, le mandat du tribunal commençait en 1944. Donc, on ne s'occupait pas de ces problèmes. Cinquième problème, le jugement des présumés génocidaires ne s'arrête pas avec la fermeture du TPR. Ce n'est pas parce que le TPR est fermé que les auteurs ou complices du génocide au Rwanda sont désormais libres et innocents. Non. Les affaires en cours ont été transmises au mécanisme.
Ça, c'est dans le cadre de la procédure internationale. Mais le Conseil de sécurité a également dit dans sa résolution que tous les États devraient coopérer avec le gouvernement du Rwanda pour parvenir à l'arrestation et à la remise à la justice des 8 fugitifs encore en fuite qui ont été inculpés par le TPR. Les États doivent coopérer et doivent enquêter pour poursuivre en justice ou extrader conformément aux obligations internationales pertinentes tout autre fugitif accusé de génocide et se trouvant sur le territoire. Donc, la justice sur le génocide au Rwanda ne s'arrête pas avec la fin du tribunal. La justice continue. Les États peuvent toujours juger les personnes qui se seraient rendues auteurs ou complices du génocide au Rwanda. 3 affaires ont été transmises au mécanisme par le TPR. Par exemple, l'affaire du maire de Muvumba, dans le nord-est du Rwanda, qui, le 11 mai 1994, avait contribué au massacre de plus de 400 Tutsis réfusés dans une église de Kiziguro, à environ 80 km au sud de nous. Donc, c'est un exemple qui montre que la fin de ce TPR ne signifie pas la fin des poursuites. Il est incontestable, 6e leçon, que les 2 tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont eu un impact politique important au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Au Rwanda, il y a des raisons de penser que ce tribunal a conforté le régime rwandais en disqualifiant les idéologies de l'extrémisme sur l'échiquier politique international. Il paraît désormais impensable que les leaders politiques se réclamant de cette idéologie aujourd'hui, réfugiés à l'étranger, puissent avoir une place dans une table de négociation quelconque pour prendre la parole dans un forum international pour défendre leurs idées néfastes. Cette réalité vaut également pour l'ex-Yougoslavie. L'inculpation de Milosevic a contribué certainement à sa défaite électorale et le peuple serbe a compris qu'il n'y avait aucun honneur à être dirigé par un criminel contre l'humanité, aussi nationaliste soit-il. Ça montre bien que malgré les difficultés, ces 2 tribunaux ont eu quand même des impacts positifs. Tout n'a pas été parfait, il est évident et clair, parce que il y a les critiques, et de nombreuses critiques sur les dysfonctionnements institutionnels des 2 juridictions. D'abord, certains ont estimé que les critères de recrutement n'étaient pas clairs. Certains ont constaté que les enquêteurs étaient incompétents, que certains dossiers n'ont pas été bien suivis. N'importe quel observateur qui était en rapport avec le tribunal d'Arusha pouvait être frappé par l'instabilité des équipes d'enquêteurs. Il y avait un peu de n'importe quoi au niveau des équipes d'enquête. Encore plus grave, on a même trouvé parmi les enquêteurs des avocats de la défense, des personnes qui sont censées elles-mêmes être impliquées dans le génocide, sont parfois devenus des enquêteurs. Tout ça montre très bien parfois la légèreté et la superficialité de certaines enquêtes pénales internationales. Quelle est la valeur d'exemplarité d'une justice pénale internationale qui intervient longtemps après les crimes, alors que les témoins n'ont plus toujours des souvenirs très précis? Et bien souvent, les gens ne se rappellent même plus. On leur explique, on leur dit de dire ceci. Les magistrats eux-mêmes, étant des personnes d'ailleurs, avec d'autres parcours, d'autres visions du monde, d'autres cultures, avaient-ils les moyens pour comprendre le contexte des faits incriminés dans un génocide comme celui du Rwanda? Cette interrogation vaut également pour certains jugements du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En outre, le caractère imprescriptible de ces crimes nous rappelle d'ailleurs de manière permanente que les auteurs portent à vie la culpabilité de ces atrocités, qui ne peuvent se permettre de passer tranquillement le reste de leur jour. Mais toutefois, on peut regretter la longueur des procédures, qui empêche de donner une réponse rapide à la demande de justice des victimes. Le jugement d'un criminel contre l'humanité reste toujours
la réponse de l'humanité. Mais il ne faut pas que cette réponse soit trop tardive. Enfin, sur le plan jurisprudentiel, l'héritage est très controversé et donne lieu à de nombreuses polémiques doctrinales. Pour Robert Charmin, par exemple, le TPY est une expérience rare d'instrumentalisation d'un organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Pour lui, le TPY n'a pas fait la démonstration convaincante de cette impartialité requise en participant à la diabolisation du seul cancer. Il donne quelques exemples. Le général Croate, par exemple, Ante Golovin, responsable de bombardements sur les populations civiles et de l'expulsion des Serbes, a bénéficié d'un acquittement en appel, après avoir été condamné en première instance à 24 ans de prison. D'autres affaires sont tout aussi révélatrices. Le général Nasser Hori, appuyé par les djihadistes, dénoncé par le général Moréon, chef de la force des Nations Unies en ex-Yougoslavie, la force ONU, pour maltraitance anti-serbe. Quasiment un criminel notoire, mais il a été acquitté par le TPY. Par contre, le même TPY, sous le prétexte que Milosevic était un grand criminel de guerre, a refusé systématiquement d'accorder au président Milosevic les soins de la permission d'aller se faire soigner. Et certains pensent que c'est ce qui lui a conduit à la mort le 11 mars 2006 dans la prison. Radovan Karadzic, accusé des crimes contre l'humanité pour l'affaire de Srebrenica. Le procès a commencé en 2009. Il s'est terminé en 2014. 5 ans de procès, avec à la clé une peine de 40 ans. Tout ceci ne semble pas être l'exemple d'une justice indépendante et impartiale. Un autre jugement exceptionnel que je peux citer, c'est celui du Serbe Segev, Vojislav Segev, lourdement condamné en première instance à 24 ans de prison, acquitté en appel le 31 mars 2016. On peut s'interroger si ce n'est pas le rapprochement de la Serbie avec l'Europe en 2016 qui a pesé dans la balance pour apaiser le peuple serbe et être indulgent vis-à-vis de Vojislav Segev, un criminel de guerre notoire, champion du nationalisme en Serbie. Par ailleurs, le même tribunal a écarté dans l'affaire Kunarac en 2001 la définition de la torture figurant à l'article 1. Il en est de même de la chambre d'appel qui, n'ayant pas exclu pourtant le développement progressif du droit par le tribunal, a toujours eu des décisions judiciaires parfois assez alarmantes. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de faire la preuve de la coutume dans l'affaire Talish. Contre toute attente, ainsi le choix du juge a eu un impact considérable sur la théorie générale relative à la manière dont le droit international s'est abordé. Dès le concept de pratique déterminante des États comme élément fondamental de la coutume, si cet élément devient non pertinent, on voit très bien que par leur interprétation jurisprudentielle, parfois, je dirais, hasardeuse, les TPI n'ont fait que jeter une ombre supplémentaire sur la justice pénale internationale. Donc on craint maintenant pour la Cour pénale internationale qu'elle ne reproduise les mêmes inepties. Par contre, et on doit le relever, on doit se satisfaire toutefois que les TPI aient qualifié de viol
de crime de guerre et que le viol est également un crime contre l'humanité, ce qui constitue une avancée dans la répression des crimes sexuels ou à caractère sexiste. Bref, il y a du bon grain et de l'ivraie dans l'héritage jurisprudentiel des tribunaux pénaux internationaux. Mais le contexte difficile et évolutif dans lequel a opéré ces deux tribunaux ne pouvait échapper à de telles erreurs ou à des interprétations jugées douteuses. Nous allons donc voir dans la deuxième partie la Cour pénale internationale. Deuxième partie, la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale vient donc à la suite des tribunaux pénaux internationaux conforter l'œuvre de la justice pénale internationale. Je l'ai déjà rappelé que la Convention sur la prévention et la répression du crime du génocide avait prévu dans l'un de ses articles la création d'une cour criminelle internationale. Et le processus a évolué. La Commission du droit international, en 1989, a reçu de l'Assemblée générale le mandat pour produire un rapport sur la création d'un tribunal pénal international chargé de régler le problème du trafic international des stupéfiants. En 1990, donc, un rapport sur la question plus générale d'une cour internationale permanente compétente pour juger les auteurs des crimes internationaux a été adopté par la Commission du droit international. Puis mandat a été donné à la Commission du droit international de continuer son travail jusqu'en 1994, où celle-ci a rédigé un projet de statut portant établissement d'une cour pénale internationale. En 1996, donc, l'Assemblée générale de l'ONU a renvoyé la question à un comité préparatoire qui a poursuivi la rédaction du projet. Et enfin, en décembre 1997, l'Assemblée générale a convoqué une conférence diplomatique qui a eu lieu à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 pour examiner le projet de statut. C'est donc ce projet qui a été adopté le 17 juillet 1998, instituant la Cour pénale internationale. Dans un premier chapitre, nous allons donc regarder l'organisation de cette Cour. Je voudrais déjà rappeler ici que certaines questions procédurales, je vais les évacuer très vite puisqu'il y a un séminaire sur la procédure pénale internationale. Il y a également des questions qui relèvent de la poursuite qui sera étudiée dans le cadre du séminaire sur la politique pénale internationale. En ce qui concerne l'organisation de la Cour, il faut ici dire que, outre le statut de Rome, le tribunal est organisé et fonctionne selon les documents principaux suivants. Il y a le règlement de procédure et de preuve, il y a les éléments des crimes et le règlement de la Cour adopté par les juges. Donc, je tiens à rappeler et à insister qu'il est important d'avoir ces 4 documents. Le statut de Rome, le RPP, le règlement de procédure et de preuve, les éléments de crime et le règlement de la Cour. La Cour pénale internationale est composée de 4 organes. La présidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe. La présidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe. La présidence est chargée de l'administration générale de la Cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle est composée donc de 3 juges élus par les autres juges pour un mandat de 3 ans. Les chambres comptent 18 juges qui siègent au sein de la chambre préliminaire, donc la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels. Donc au niveau de chaque section, on peut avoir plusieurs chambres. Les juges de chaque section siègent au sein des chambres qui sont chargées de conduire les procédures à différents stades. Donc, je récapitule, nous avons la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels. Dans chaque section, nous avons des chambres. Nous avons les chambres préliminaires, nous avons les chambres d'instance, et puis de première instance, et puis nous avons les chambres d'appel.
Le bureau du procureur, quant à lui, est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. C'est donc le procureur de la Cour pénale internationale qui est élu par les États partis pour un mandat de 9 ans, qui est secondé par 2 procureurs adjoints, l'un chargé des enquêtes et l'autre chargé des poursuites. C'est donc ce procureur qui mène les poursuites pénales internes. Puis il y a le greffe qui, lui, est chargé des aspects non juridictionnels et de l'administration matérielle et des services de la Cour. Le greffe, naturellement, est dirigé par un greffier en chef qui est le principal responsable de cette administration. Il exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Il est élu par les juges pour un mandat de 5 ans. La Cour compte également d'autres bureaux, tels que le bureau du Conseil public pour les victimes, puis le bureau du Conseil public pour la défense. Les bureaux relèvent les deux du greffe sur le plan administratif, mais fonctionnent comme des bureaux totalement indépendants. L'Assemblée des États partis a également établi un fonds pour profit des victimes et crimes relevant de la compétence de la Cour qui fonctionne également comme un organe de la Cour. Donc, on peut retenir en termes simples que la Cour est structurée. Il y a la présidence, il y a les chambres. Les chambres s'articulent en 3 niveaux: la section préliminaire, la section de première instance et la section d'appel. Dans chaque section, on a plusieurs chambres. Puis il y a le bureau du procureur, donc nous verrons l'articulation interne dans le cadre du cours sur la politique pénale internationale. Il y a le greffe, et puis il y a le bureau des conseils des victimes, et puis les bureaux du conseil de la défense. Voilà la structure, les structures organiques de la Cour. En ce qui concerne donc la compétence, la Cour est compétente à l'égard des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. La Cour est compétente à l'égard des personnes accusées de ces crimes. Alors, je voudrais d'emblée faire la différence, puisque c'est parfois la confusion entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Il s'agit des deux institutions totalement différentes. Les deux, c'est vrai, ont leur siège à La Haye. Mais la Cour internationale de justice ne juge que les différends entre États, ne s'occupe pas des affaires criminelles. Alors que la Cour pénale internationale, elle, ne juge que les affaires criminelles contre des individus et non contre les États. La Cour ne s'occupe pas des litiges, pénale internationale ne s'occupe pas des litiges entre États. Ne peut poursuivre que des individus qui seraient auteurs des crimes internationaux que j'ai cités, à savoir le génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression. De plus, sauf lorsque l'affaire dont elle est saisie a été déférée par le Conseil de sécurité de l'ONU, la compétence de la Cour pénale n'est pas universelle. La Cour, certes, a une vocation universelle, c'est-à-dire à s'étendre sur le monde entier, mais en droit, elle ne peut exercer cette compétence que si l'accusé est un ressortissant d'un État parti ou d'un État qui a autrement accepté la compétence de la Cour. Je dis bien sauf dans les cas où les affaires sont renvoyées par le Conseil de sécurité. Deuxième hypothèse, la Cour ne peut être compétente que si le crime a été commis sur le territoire d'un État parti ou d'un État qui a autrement accepté la compétence de la Cour. Ou bien, troisième hypothèse, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a déféré la situation au procureur, quelle que soit la nationalité de l'accusé ou le lieu où le crime a été commis. La compétence de cette Cour ne peut concerner que des affaires qui se sont déroulées à partir du 1er juillet 2002, pas avant. Il n'y a pas de rétroactivité. En outre, cette compétence ne s'exerce à l'égard d'un État qu'à partir de l'entrée en vigueur du statut à l'égard de cet État, c'est-à-dire la date de ratification, le dépôt des instruments et le délai qui s'ensuit. Donc, l'universalité de la Cour est une vocation, mais n'est pas une réalité juridique. Ainsi, on peut dire que la Cour est limitée
dans le temps, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne peut pas s'occuper des affaires qui sont déroulées avant le 1er juillet 2002. Mais cette limitation temporelle a une deuxième limite, c'est la date de ratification de l'État. La Cour est articulée sur deux principes fondamentaux. Le principe de complémentarité et le principe de coopération. La complémentarité veut dire que la Cour pénale internationale ne peut agir que si l'État ne veut pas poursuivre ou ne peut pas poursuivre. La coopération veut dire que les États partis au statut de la Cour et les États qui acceptent la compétence de la Cour ont l'obligation de coopérer avec celle-ci. Mais également les autres États, dès lors que le Conseil de sécurité a pris une résolution en ce sens. Donc c'est pour dire que la Cour pénale internationale ne fait que compléter les juridictions nationales qui sont primordialement compétentes, mais elle ne peut agir que si celles-ci refusent ou ne peuvent pas traduire en justice les auteurs d'un crime international. La Cour a pour raison d'être de combler donc les lacunes du système actuel en intervenant là où les États qui ont la compétence pour lui ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire. Même lorsqu'elle est compétente, la Cour n'agira pas nécessairement. Parce que le principe de complémentarité signifie aussi que la Cour ne peut agir que si l'affaire est recevable devant elle. En général, une affaire n'est pas recevable si elle a déjà fait l'objet d'une enquête ou de poursuite par un État parti ayant compétence. Si cet État montre sa capacité et sa volonté de mener à bien véritablement cette enquête et ces poursuites. On le verra dans le cours de procédure pénale internationale avec le cas d'Anne Gbagbo, où la Chambre d'appel a rejeté le pourvoi de la Côte d'Ivoire, qui croyait être prioritaire, mais la Cour a estimé que les enquêtes menées dans cette affaire n'étaient pas crédibles. Et donc, la Cour a reconnu plutôt sa compétence pour mener cette poursuite contre Dama. C'est un exemple parmi d'autres. Il est donc important de noter que le procureur, lui, il examine les renseignements disponibles qui lui sont fournis et, à moins de conclure qu'il n'y a pas une base raisonnable pour le faire, il ouvre une enquête. Le procureur peut également ouvrir une enquête de sa propre initiative, indépendamment de la saisie par les États ou par le Conseil de sécurité. Tout ça donne à la Cour une armature institutionnelle permettant de faire jouer son pouvoir sur les États partis qui ne veulent pas poursuivre. Le procureur enquête tant à charge qu'à l'échange. Il doit respecter pleinement les droits de l'accusé. Pendant une enquête, chaque situation est assignée à une chambre préliminaire. Celle-ci est responsable des aspects judiciaires de la procédure, puis, comme on le verra dans le cours de procédure pénale internationale, elle peut, à la demande du procureur, délivrer un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître s'il y a une base raisonnable pour croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence. Une fois que la personne recherchée a été remise à la Cour ou s'est présentée volontairement devant la Cour parce qu'elle a été citée à comparaître, la chambre préliminaire tient une audience de confirmation des charges sur lesquelles reposera le procès pénal. Après la confirmation des charges, deuxième niveau, l'affaire sera assignée à une chambre de première instance composée de 3 juges. Cette chambre est responsable de la conduite de la procédure équitable et diligente dans le plein respect des droits de la défense, de la protection des témoins et des victimes. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit alors établie au-delà de tout doute raisonnable par le procureur. L'accusé a le droit de défendre lui-même ou de se faire assister par un conseil de son choix. De même que les victimes peuvent également participer à la procédure
directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. À l'issue de cette procédure devant la Chambre de première instance, celle-ci va rendre son jugement en deux temps. D'abord un jugement de culpabilité, puis un jugement sur la peine ou les amendes éventuelles. Il faut simplement savoir que si l'accusé est déclaré coupable, la Chambre prononce une peine qui ne peut pas dépasser 30 ans d'emprisonnement. Sauf si l'acte commis est extrêmement grave et que la situation personnelle du condamné le justifie, alors, exceptionnellement, il sera condamné à une réclusion à perpétuité. La Chambre, lors de la fixation de la peine dans un deuxième temps, peut également ordonner l'octroi des réparations aux victimes. Tout au long des phases préliminaires de première instance, l'accusé et le procureur de l'État concerné peuvent interjeter appel des décisions rendues par l'État, comme le pouvoir d'État. Celui-ci prévoit également que le procureur et l'accusé peuvent interjeter appel du jugement ou de la peine prononcée par les chambres de première instance. Les représentants légaux des victimes, la personne condamnée ou les personnes de bonne foi affectées par des ordonnances de réparation peuvent aussi former des recours contre ces ordonnances. Tous les appels sont tranchés par la chambre d'appel composée de 5 juges. Les États partis doivent opérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle engage. Ils peuvent le faire, entre autres, en arrêtant les personnes recherchées, en fournissant des éléments de preuve, en réinstallant les témoins ou en exécutant les peines prononcées contre les personnes condamnées. La Cour peut également bénéficier de la coopération et de l'assistance des États non partis dès lors qu'elle va conclure avec ces États des arrangements ou des accords à cette fin. Les organisations internationales apportent également un soutien à la Cour, en particulier les Nations Unies, avec laquelle le président de la Cour de l'époque, Philippe Kirch, et le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Kofi Annan, ont conclu un accord régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies. Cet accord régit les relations institutionnelles, la coopération et l'assistance judiciaire qui unissent la Cour en tant qu'organisation internationale et les Nations Unies en tant qu'organisation internationale. Cet accord réaffirme par conséquent l'indépendance des deux institutions. Il y a donc à comprendre que la Cour pénale internationale est en même temps un tribunal, mais aussi une organisation internationale indépendante, ayant son propre statut, son mode de fonctionnement. Et donc, n'est pas une institution placée sous les Nations Unies. La Cour pénale internationale n'est pas inféodée au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité dispose de la latitude de saisir la Cour pour les crimes internationaux, mais cette saisine n'implique pas ipso facto que la Cour se déclare compétente pour tout et n'importe quoi. Il faut que les faits présentés par le Conseil de sécurité soient examinés et qu'il y ait des éléments sérieux dans tout cela pour que le procureur saisi obtienne de la chambre préliminaire le mandat pour enquêter. Donc, il y a des filtres partout. On dira sans doute jamais assez que le statut de la Cour pénale internationale et tous les instruments juridiques annexes qui sont négociés sont un métissage juridique sans précédent. Il n'y a donc pas à dire que la Cour est le résultat de telle ou telle tradition juridique. Il est indéniable que l'inclusion de certaines dispositions touchant aux droits des victimes, aux droits de la défense, à un certain nombre de compromis sont plus inspirés par la tradition anglo-saxonne que par la tradition latine, mais il n'y a en la matière aucune prédominance quelconque. Et on peut y voir d'ailleurs plus le résultat de l'activisme et du lobbying des ONG de défense des droits des victimes et des droits de l'homme que plutôt la volonté des États d'imposer leur système ou leur culture juridique. De même, les dispositions touchant aux droits de la défense et à la protection des droits de l'accusé en cours de procès, certes sont en grande partie le fruit du travail d'association d'avocats de la défense, mais également l'héritage
fructueux des expériences des tribunaux ad hoc du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie. Donc, ce métissage est le résultat de l'histoire de la justice pénale internationale, mais également la volonté des diverses parties prenantes de faire que cette justice soit efficace, indépendante et impartiale, respectant scrupuleusement les droits de la défense, les droits de l'accusé et les droits des victimes et la protection des témoins. On peut donc dire en conséquence que de nombreuses dispositions du statut et du règlement de la procédure s'appliquent de manière uniforme à tous les conseils de la défense des victimes, sans distinction, que le terme conseil désigne aussi bien les représentants légaux de l'accusé que celui des victimes. Et c'est ça, c'est la grande innovation de la participation des victimes et la protection assez rigoureuse des témoins dans la procédure pénale internationale devant la Cour pénale internationale. On arrive donc à cette question, chapitre 2, droit de la défense et participation des victimes devant la Cour pénale internationale. Chapitre 2, droit de la défense et participation des victimes. Deux enjeux et deux défis majeurs au cœur du droit international pénal et de la procédure pénale internationale. Et donc, c'est, je dirais, le nouveau visage de la justice pénale internationale. Réussir une articulation raisonnable et équilibrée entre les droits de la défense et la participation des victimes, qui comprend également la protection, des victimes. Donc, on va donc tirer les leçons des TPI pour que le statut de la CPI puisse renforcer ces deux, je dirais, rameaux de la procédure pénale internationale. Il faut donc, tout en renforçant les droits de la défense, assurer de façon plus conséquente la participation des victimes dans le procès pénal international. D'abord, les droits de la défense, que nous examinerons plus en détail dans la procédure pénale internationale. La première difficulté que soulève les droits de la défense dans le cadre d'une procédure pénale internationale est sans nul doute leur définition. Qu'est-ce qu'on entend par les droits de la défense? Qui défend-on? Le criminel notoire, déjà jeté en pâture par les médias, reconnu comme tel, parfois par le Conseil de sécurité dans ses rapports, doit-on le défendre? Oui, dit l'article 66 du statut de Rome. Oui, parce que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Oui, parce qu'il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Oui, parce que pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Donc, les droits de la défense sont clairs. Et le règlement de procédure et de preuve dit que le greffier de la Cour pénale internationale est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les droits de la défense sont pleinement respectés dans l'intérêt d'un procès équitable, tel que défini dans le statut de Rome. Le procès pénal doit se dérouler dans le respect des droits de l'homme, en particulier les principes relatifs à l'égalité des armes, la présomption d'innocence, la légalité des délais et des crimes, des délits et des crimes, l'indépendance et l'impartialité du juge. C'est donc une exigence fondamentale, prescrite par les articles 14 et 15 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et inspirée par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 10. Le caractère international du procès ne le soustrait pas, nonobstant la gravité des crimes, au respect des conditions essentielles d'un procès équitable, sans lequel la justice ne serait plus qu'une forme de vengeance des vainqueurs, tant décriés à Nuremberg et à Tokyo à la fin de la Seconde Guerre. C'est pourquoi, s'agissant plus précisément de l'accusation en matière pénale, la présomption d'innocence est protégée. Le droit à un double degré de juridiction est le principe non bis in idem indiqué à l'article 20 du statut de la Cour pénale internationale, ainsi que les garanties procédurales relatives à l'information et à la défense de l'accusé sont protégées.
L'article 24 du statut de la Cour pénale internationale consacre le principe de non-rétroactivité rationnée de personne. C'est-à-dire qu'il ne saurait y avoir des poursuites pour des faits antérieurs au 1er juillet 2002, qui est la date d'entrée en service de la Cour. Les Nations Unies et les juridictions internationales sont soumises à l'obligation de respecter le droit international des droits de l'homme, qui a fait donc des droits de la défense un élément, un socle pour la réalisation d'un procès pénal international équitable. C'est pourquoi l'article 21, alinéa 1b du statut, stipule que les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés, s'appliquent au procès international. On peut donc comprendre, à partir de là, que les droits de la défense constituent un élément clé de tout procès pénal. Du point de vue de ces droits, l'accusé doit être sur un pied d'égalité avec l'accusation, c'est-à-dire le procureur. Cette égalité est de la plus haute importance dans le cas des enquêtes et des recherches sur les allégations de crime, ainsi qu'au regard de la possibilité pour l'accusé d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial que doit être la Cour pénale internationale. C'est là une garantie essentielle pour la réalisation d'un procès pénal international équitable. Mais toutefois, rien n'est évident en matière de justice pénale. Parce que cette ambition affichée du respect des droits fondamentaux ne se concrétise toujours pas dans la réalité procédurale par une affectation conséquente des moyens pour permettre au Conseil de la Défense d'avoir au moins l'égalité matérielle des moyens, à défaut d'une égalité juridique réelle. Les droits de la défense sont certes garantis par les textes internationaux en matière de droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais il ne faut pas oublier que la Cour pénale internationale est une organisation internationale qui a son mode de fonctionnement. Et donc, il faut que les droits de la défense, tels que préconisés, s'inscrivent dans cette dynamique où les moyens donnés par les États ne sont pas toujours suffisants. Il y a ce problème de moyens qui est récurrent. Le procureur qui lui a commencé des enquêtes et accès, comme je l'ai dit à propos des TPI, a accès à plusieurs sources, peut se voir ouvrir plusieurs portes avec des facilités diplomatiques, ce qui n'est pas toujours le cas des avocats de la défense. Donc, à ce sujet, il faut être prudent. Je vais d'abord rappeler cette disposition sur la déontologie de la défense, qui laissait planer un doute sur la modération obligée des avocats de la défense dans les procès devant les TPI. Mais ceci n'est pas toujours à exclure devant la Cour pénale internationale. C'est pourquoi, dans une résolution du 2 décembre 2005, l'Assemblée des États parties a adopté un code de conduite professionnelle des conseils. L'article 1er de ce code indique qu'il s'applique au Conseil de la Défense, au Conseil représentant les États, aux amis circulaires et ainsi qu'au Conseil mandataire en justice des victimes et des témoins, exerçant leurs fonctions à la Cour pénale. Donc, il y a un code pour les avocats. C'est une résolution du 2 décembre 2005 adoptée par l'Assemblée des États. L'article 4 de ce code consacre la primauté de celui-ci sur tout autre code de déontologie ou code de responsabilité professionnelle que le Conseil est tenu de respecter. Si vous êtes un avocat dans un barreau quelconque, lorsque vous venez devant la Cour pénale internationale, vous devez respecter d'abord le code de la Cour pénale internationale, et non votre code de votre pays où vous êtes rattaché à un barreau quelconque. Et l'article 7 précise que le Conseil doit avoir, et vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de l'article 15 devant les TPI, le Conseil doit avoir une attitude respectueuse et courtoise dans ses rapports avec la Chambre, le procureur et les membres de son bureau, le greffier et les membres du greffe, son client, le Conseil de la partie adverse, les accusés, les victimes, les témoins et toute autre personne intervenant dans la presse. Ce qu'il faut retenir, ce qui est essentiel,
c'est une attitude respectueuse et courtoise. L'avocat doit être respectueux et courtois devant la Cour pénale internationale. Et il lui est d'abord fait obligation que la simple courtoisie et le simple respect ne suffit pas. Il lui faut maintenir un degré élevé de compétence en ce qui concerne le droit applicable devant la Cour. Il le fera parce qu'il devra participer à un certain nombre de séminaires de formation, connaître la procédure, savoir ce qui est dit dans le statut, le règlement de procédure de preuve, le règlement de la Cour, le règlement du greffe et tous les textes du bureau du procureur. Le Conseil doit se former pour pouvoir maîtriser la procédure pénale internationale. D'ailleurs, l'article 8 du Code précité dit que le Conseil est tenu de respecter le secret professionnel et la confidentialité des informations de la Cour. Il doit s'interdire tout comportement abusif, consistant par exemple à solliciter des relations sexuelles, à recourir à la contrainte pour l'intimidation ou à exercer d'autres formes de pression inappropriées dans ses rapports avec un client. Selon l'article 15, l'avocat donne à son client toutes les explications qu'il est raisonnablement en droit d'attendre pour prendre en connaissance de cause et décisions concernant sa représentation. Et l'article 6 surenchérit que l'avocat veille à faire passer les intérêts de son client avant ses propres intérêts. Peut paraître quelque peu bizarre, connaissant la culture du barreau. Par exemple, selon l'article 20, avant d'établir un mandat de représentation, le Conseil informe le client par écrit du montant de ses honoraires et des critères appliqués pour les fixer, ainsi que du mode de calcul des frais, des modalités de facturation et du droit du client à exiger une note de frais. Tout ceci appliqué à nos différents barreaux ramènerait de la transparence dans les relations client-avocat. Toute plainte concernant une faute professionnelle et reprochée à un conseil peut être soumise au greffier. La plainte est formulée par écrit ou si le plaignant est incapable de s'exprimer par écrit oralement devant un membre du personnel du greffe. Donc on voit bien que les droits de la défense, pour les exercer, il faut respecter un certain nombre de normes. Tout ceci est encadré. Donc, un avocat peut faire l'objet de sanctions devant la Cour pénale internationale. Il y a donc cette double exigence. Respect et courtoisie vis-à-vis de la Cour, professionnalisme et discrétion vis-à-vis de la procédure, mais surtout exemplarité et efficacité, plus la transparence vis-à-vis de ses clients. Tout ça constitue donc le paysage des droits de la défense devant la Cour pénale. Nous allons terminer donc avec le dernier point, la participation des victimes devant la CPI. Ce point, nous allons l'expliquer plus en détail dans le cours sur la procédure pénale internationale. Ici, nous nous contentons d'indiquer d'abord que cette participation est prévue par le règlement de preuve et de procédure, qui précise d'abord à la règle 89.2 que la chambre préliminaire doit d'abord décider si les demandeurs, ceux qui veulent prétendre être victimes, peuvent prétendre au statut de victime, conformément à la définition contenue à la règle 85 RPP. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes victime que vous êtes de droit victime devant la CPI. Vous prétendez au statut de victime, mais ce statut doit vous être accordé par la chambre préliminaire. Comment? Mais parce que vous devrez, en tant que victime présumée, faire la démonstration de votre intérêt personnel dans cette affaire, conformément à l'article 68 alinéa 3. Donc, la définition des victimes, contenue dans la règle 85 de RPP, est essentiellement fondée sur les définitions des victimes existantes en droit interne, principalement celles contenues dans la Déclaration des Nations Unies sur les principes fondamentaux de la justice relative aux victimes et la criminalité. La déclaration de 1985. Donc, n'est pas victime devant la CPI qui veut être victime, celui qui peut faire la démonstration qu'il a un intérêt personnel dans l'affaire qui est en cours devant la CPI. Mais une fois passé le premier obstacle de l'obtention du statut de victime,
La Cour doit, dans un deuxième temps au moins à peu près, décider si les trois exigences relatives à la participation qui figurent à l'article 68.3 du statut sont remplies. C'est-à-dire, les juges doivent déterminer si l'intérêt personnel que vous avez démontré est finalement suffisant. Premièrement, les juges doivent aussi vérifier si votre participation en tant que victime est appropriée à l'étape de la procédure en question. Les juges vérifieront aussi si votre participation ne serait pas préjudiciable ou contraire au droit de la défense et à la réalisation d'un procès équitable et impartial. Donc le fait d'être reconnu victime n'implique pas nécessairement la participation à la procédure, à l'instance. Il faut en outre que cet intérêt personnel que vous avez indiqué soit suffisant, selon les critères de la Cour. Il faut, deuxièmement, que votre participation soit appropriée à cette étape de la procédure. Il faut en outre, et enfin, que votre participation ne cause pas préjudice au droit de la défense ou au procès lui-même. Donc, la victime a la possibilité de demander à participer à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat. La victime peut demander des réparations, peut solliciter une assistance et présenter des documents ou des communications au bureau du procureur. C'est déjà une avancée, mais cette avancée est limitée dans le cadre étroit des conditions fixées par l'article 68. Il faut donc que les victimes comprennent clairement que le fait d'être identifié comme victime ne veut pas dire que vous aurez le droit de vous rendre à La Haye, au siège de la Cour. On a vu dans certaines affaires des trafics d'influence, des compromissions, des actes de corruption, où certains enquêteurs ou leurs mandataires ont laissé croire à des potentielles victimes qu'en acceptant d'être victime et en témoignant parfois avec le mensonge, que vous aurez le visa pour aller à La Haye, ce qui est totalement faux. Puisque, au vu des critères qu'il faille remplir, le fait de dire que vous êtes victime ne vous donne pas un droit d'aller au siège de la Cour, ni encore un droit de participer à la procédure ou de témoigner. Donc, il faut bien comprendre que les moments et les modalités de la participation des victimes sont fixés par les juges en fonction du stade de la procédure. Et les avocats des victimes reçoivent des notifications écrites. Et donc, tout ceci est encadré par les règles de la procédure, notamment le règlement de procédure et les preuves. Il faut donc comprendre que l'intérêt de la victime ne doit pas aller à l'encontre de l'établissement de la vérité et de l'équité de la procédure. La Cour peut accorder une réparation individuelle ou collective en fonction de ce qui, selon elle, convient le mieux aux victimes dans l'affaire concernée. Ainsi, non seulement la Cour s'efforce de traduire les criminels en justice, mais elle aide également les victimes à reconstruire leur vie par les réparations qui seront octroyées. Mais c'est la Cour qui décide. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des prétentions que ces prétentions seront accordées. Et nous verrons d'ailleurs dans le séminaire sur la procédure pénale internationale que ces prétentions sont très très encadrées et qu'il y a des règles pour la réparation et pour la reconnaissance de cette réparation. Arrivé au terme de ce séminaire, on peut dire en conclusion que la paix étant la matrice du droit international et le critère décisif de l'évaluation de son effectivité, elle est démentie pourtant quotidiennement par le chaos ordinaire et routinier des conflits qui fait douter de la capacité du droit international à produire une dynamique judiciaire durable. Le droit international pénal n'a pas simplement une vocation technique et procédurale. Il contribue, par l'intermédiaire des juridictions que nous venons de voir, à rendre plus sûre une communauté internationale écartée entre les conflits et le besoin de justice. Parvenu donc à l'heure des bilans, l'on voit que la Cour pénale internationale
est certes une réponse aux besoins de la justice pénale internationale. On attend de la Cour pénale internationale qu'elle châtie les coupables et qu'elle définisse des mesures de réparation. Mais on attend d'elle également qu'elle réconcilie les parties, qu'elle contribue à une refondation du lien social et des institutions propres à un État de droit. On espère que les décisions rendues par la Cour auront un rôle de dissuasion et de prévention. Mais c'est précisément sur la base de ces objectifs très vastes que la justice pénale internationale est constamment critiquée. On dit d'elle qu'elle est plutôt politique, qu'elle vacille dans les enjeux de la politique internationale, qu'elle est sous domination, qu'elle est instrumentalisée. On critique son personnel et ses membres, qu'il y a des postures carriéristes, que cette justice n'est qu'une farce, une illusion, que de toute façon, cette justice ne contribue pas à grand-chose parce qu'étant confortablement installée à La Haye, loin des réalités des guerres et des conflits et des violations graves des droits de l'homme, elle n'apportera pas grand-chose, elle n'apportera aucun changement véritable aux sociétés où les crimes seraient commis. Rappelons ce que disait Voltaire dans son dictionnaire de philosophie. Il disait que, comme la famine et la peste, la guerre constitue un des 3 ingrédients les plus fameux de ce bas monde. Donc, point la peine d'espérer mettre fin aux guerres. Mais ce dont il est question en ce qui concerne la justice pénale internationale, ce n'est pas de mettre fin aux guerres, mais c'est de défendre par le droit la paix et la sécurité internationale comme des déterminants d'une société internationale établie sur le droit. Cette analyse, finalement et en définitive, montre la nécessité de comprendre et de s'approprier les normes et institutions internationales pénales pour, je l'espère, dissuader ou réprimer les crimes contre l'humanité et les autres infractions internationales aux droits fondamentaux des personnes. C'est donc au regard de cette gravité que la justice pénale internationale peut apparaître sans commune mesure comme une avancée dans la civilisation de l'humanité. Et à cet égard, elle va donc contribuer à la réalisation de l'idéal de la dignité humaine, but à atteindre par la famille humaine que constitue l'ensemble des nations civilisées. Parvenu donc au terme de cette présentation, je rappelle que ce séminaire s'articule avec les autres séminaires de l'unité d'enseignement justice pénale internationale, à savoir politique pénale internationale, organisation de la justice internationale et jurisprudence internationale. C'est pour toutes ces raisons que nous n'avons pas voulu, dans ce cadre de ce séminaire, nous étendre sur certains de ces points qui sont par ailleurs détaillés dans le cadre du séminaire. Je vous remercie pour votre aimable attention.